Bonjour à tous, c'est nouveau, c'est à la Destide, cela s'appelle le Talk, le podcast de la Destide. Donc c'est quoi ce Talk? Eh bien c'est un produit que vous allez avoir assez régulièrement avec des invités qui viendront vous parler de sujets qui touchent à nos métiers, qui sont des sujets de référence pour la Destide. Je suis Philippe Méchet, le directeur des programmes d'intelligence collective d'EDF, qui s'appelle plus couramment Parlons Énergie, et j'aurai le plaisir de recevoir des invités régulièrement sur ce plateau. Bonjour Géraldine Wössner. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef service Société du Point. Alors, un petit rappel quand même sur votre carrière. Vous êtes journaliste politique. Vous avez débuté dans la presse parlementaire et puis vous avez travaillé dans plein d'endroits, à Radio France, à Europe 1. Vous avez participé à la création de BFM TV, j'en sais quelque chose, et puis aux Parisiens. Et puis, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez aussi une vision internationale, parce que vous avez vécu au Canada, puis aux États-Unis, où vous étiez correspondante pour plusieurs médias, et ça vous a ouvert un petit peu aussi la manière d'aborder les questions politiques et de société dans différents pays. Alors, depuis 2019, vous avez rejoint Le Point, et si j'ai précisé votre carrière journalistique, c'est parce que vous avez cet élément un peu spécifique, à la fois d'avoir la connaissance politique, mais aussi d'être quelqu'un qui a fait des enquêtes approfondies. Votre livre, je vais montrer l'ouvrage, le titre Les illusionnistes. Alors, ma première question, c'est, mais qui sont-ils, ces illusionnistes? De qui vous parlez exactement? Ah, c'est un vaste sujet. Je tiens quand même à mentionner mon co-auteur Erwan Seznec, qu'on n'a pas cité, qui est aussi un enquêteur de grand talent avec une grosse antériorité sur ces sujets. Qui sont ces illusionnistes? Eh ben, c'est bien dit dans le titre, ce sont ceux qui vous font passer un combat pour un autre, c'est-à-dire ceux qui se prétendent être les fers de lance de la lutte en faveur du climat, en faveur de l'environnement, et qui en réalité prônent un autre agenda politique dont les conséquences, souvent, pas toujours, mais souvent, ont plutôt pour effet d'aggraver la situation à la fois environnementale et climatique. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à, à ce sujet, à vous spécialiser sur ce sujet de l'écologie politique, sachant que, comme je le disais, hein, vous avez fait surtout des sujets politiques, vous auriez pu vous intéresser à la gauche, à la droite, comme on le fait classiquement. Non, vous êtes allé sur cette écologie politique où finalement, il y a une motivation derrière ça? Non, alors c'est un peu par hasard parce que, j'ai abordé certains sujets, alors là, qui m'intéressaient. J'ai toujours été intéressée par, les sujets qui sont à la croisée, des sciences et de la politique. Quand on fréquente, et vous l'avez beaucoup fréquenté, le monde politique, parfois on s'aperçoit que, il y a une incompréhension, des méconnaissances, des projets de loi qui sont parfois mal calibrés. Donc ces sujets m'intéressaient. Je me suis d'abord intéressée à l'agriculture et concomitamment justement au sujet de l'énergie, et c'est là que j'ai rencontré, ceux qui font le débat public sur ces thématiques environnementales, à laquelle l'énergie est très liée. Ce sont les ONG écolos ou les partis politiques dits écologistes, et c'est là qu'on s'est aperçu qu'en réalité, c'était 2 choses bien distinctes: la science écologique d'une part et l'écologie politique de l'autre, et ce sont 2 univers qui en réalité se rencontrent très peu, voire s'opposent. Mais à l'origine, quand même, ils se rencontraient un petit peu, ces deux univers. À l'origine, non, en réalité. On remonte dans ce livre, on a voulu remonter aux racines de ce qu'on appelle l'écologie politique, et assez rapidement, ces 2 univers se scindent. On a toute une partie historique sur laquelle je reviendrai pas, qu'on trouvera dans le livre. Mais quand ces mouvements vraiment se structurent et prennent de l'ampleur, on est aux États-Unis, au mi-temps des années 1950. Vous avez effectivement, des scientifiques, des écolos, qui sont rassemblés au sein d'une organisation qui est vraiment importante, qui s'appelle le Sierra Club, et qui va se faire connaître parce qu'elle va mener cette lutte contre les développements des grands barrages. C'est ce moment où les grands barrages hydroélectriques se mettent en place, effectivement en ravageant la biodiversité qui est autour, et le Sierra Club à l'époque est très favorable au développement du nucléaire civil qui arrive à peu près dans les mêmes années. Ils se disent: «Bah tiens, ce serait assez formidable, on peut avoir une électricité abondante». Alors la question de la décarbonation ne se pose pas à l'époque, mais sur un espace très restreint, économe en ressources naturelles, et ça permettrait d'assurer un développement économique
économique. On est à l'époque en Californie et elle va doubler sa population dans les 30 années qui suivent. Un développement économique tout en préservant nos espaces naturels. Et là, le mouvement se scinde. Là, il y a une partie des membres du Sierra Club qui disent mais jamais, le nucléaire c'est atroce parce que justement ils ont déjà une pensée décroissante. À l'époque, ils pensent que l'énergie abondante permettrait justement le développement humain et la poursuite de ce capitalisme, débridé, qui est en réalité leur réel combat. À ce début des années 60, vous avez l'écologie politique va naître de la jonction de ces 2 mouvements. Un mouvement qui était religieux, anti-prométhéen, contre l'homme qui corrompt la nature, qui la salit et qui la broie, avec, les orphelins, des luttes anticapitalistes. Ces 2 mouvements vont se rejoindre et créer ce qu'on appelle et ce qu'on connaît encore aujourd'hui comme étant l'écologie politique. C'est un mouvement qui, avant d'être, pro-environnement, est anticapitaliste et décroissant. Donc ce qui veut dire qu'effectivement l'écologie et l'écologie politique est née beaucoup avec les questions énergétiques. Il y a un lien Absolument. extrêmement fort. Eh bien, ça tombe bien, puisque notre première partie, c'est de parler de l'énergie et des questions énergétiques que vous abordez dans votre ouvrage. Le Talk, le podcast de la Destinée. Vous consacrez plusieurs chapitres au sujet. Je vais en citer quelques-uns. L'énergie, la mère de toutes les batailles. Nucléaire, le grand aveuglement. Un Grenelle de l'effet de serre. Le scandale du chauffage au bois ou Atome, la France a peur, etc. Pouvez-vous nous dire comment et pourquoi les écologistes ont encouragé finalement les émissions de CO2 par leur position sur l'énergie? Le mouvement se structure vraiment autour du nucléaire. C'est son premier combat. On est au début des années, à la fin des années 60-70. C'est le moment où le chantier de Fessenheim commence, le premier chantier d'une centrale. Et c'est là que va se cristalliser le mouvement. Les Amis de la Terre se créent à ce moment-là. Et Fessenheim, la lutte contre le nucléaire, est son premier combat. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, une énergie abondante, c'est la promesse de la poursuite d'un modèle économique qu'on souhaite abattre. Cette lutte contre le nucléaire, elle va supplanter tout. J'aime rappeler aussi quand même ces éléments historiques. Il n'est pas du tout question à l'époque de climat ni de réchauffement climatique. Ces préoccupations vont arriver en France, en tout cas beaucoup plus tard. Or, la science écologique s'en préoccupe très tôt. La première rencontre de 350 scientifiques et climatologues qui vont sonner l'alarme sur l'accumulation dans l'atmosphère de CO2 qui crée un effet de serre, elle a lieu en 1960, alors je crois que c'est 77 ou 79 de mémoire, c'est dans le livre, à Genève. Et les écologistes politiques, les écologistes français ne s'en préoccupent absolument pas. Et cette négation d'un problème climatique va se poursuivre parce que la lutte contre le nucléaire est prédominante. Dominique Voynet, quand elle sera ministre, va donner plusieurs interviews pour défendre les centrales à charbon qu'elle juge décriées et pas pour les bonnes raisons. Elle va faire une promotion active du gaz et les écologistes vont prendre ce chemin parce qu'il faut favoriser toutes les alternatives possibles au nucléaire. Donc ça va être, on va essayer de favoriser le gaz, et ça on le voit, bah, c'est l'une des parties du Grenelle. Des discussions sur le Grenelle qui auront lieu en 2007, 2008, 2009 vont être issues des réglementations thermiques des bâtiments, la fameuse RT 2012, qui vraiment favorise le gaz au détriment de l'électrique. À l'époque, Greenpeace fait campagne pour interdire le chauffage électrique dans les logements, parce que plus d'électricité, ça voulait dire plus de nucléaire. On va combattre systématiquement ce qui peut favoriser le développement de l'électrique en France. Vous nous avez parlé des barrages, de l'action chez les Américains contre les barrages sur la biodiversité. Or, dans les années 60 en France, en 1960, je crois que 60% de l'électricité provenait de l'énergie des barrages. Oui. Il n'y avait pas eu de mouvement écologique contre les barrages Il y en France? avait des mouvements, mais là, je les distingue parce que c'était des mouvements, encore une fois, d'écologie scientifique. Ils avaient des arguments tout à fait valables qu'ils faisaient valoir. Effectivement, quand on construit des barrages, on explose des espaces et il y a un impact sur la biodiversité. Il ne s'agit pas, dans notre livre, de critiquer des combats qui sont légitimes.
Il s'agit de mettre, en lumière ces illusionnistes, ceux qui racontent un narratif et qui, poursuivent un but inverse. Oui, effectivement, c'est la chose qui frappe beaucoup dans votre ouvrage. C'est cette manière, effectivement, d'aller défendre quelque chose presque inverse à ce qui devrait être Beh, oui, défendu. parce qu'on rappelle quand même, moi, alors évidemment chez EDF, tout le monde le sait, mais le grand public a encore du mal à réaliser à quel point le nucléaire a eu un impact massif, sur nos émissions de CO2. Elles plongent de 30 entre 1980 et 1990 quand, Vraiment, au moment où le oui, parc nucléaire, le gros du parc nucléaire, est branché. C'est considérable oui. et ça a été totalement effacé pendant, 30 ans du débat Parce que public. même ce combat sur le nucléaire, dans le programme de l'Union de la gauche de 1980, il y avait déjà un arrêt de la construction de Absolument. nouvelles centrales nucléaires. Les différents gouvernements sous François Mitterrand sont passés un peu au travers de ce. Alors François Mitterrand, c'est intéressant parce que il est quand même à l'origine de la création d'un organe dont on parle beaucoup et qui réglemente un peu nos vies aujourd'hui, c'est l'ADEME. En 1981, quand il fait campagne, François Mitterrand voit bien que, il se passe quelque chose du côté de ces jeunes mouvements écologistes. Il y a de la jeunesse, il y a de l'espoir, il y a de la vie, il aimerait les rallier. Donc il fait des promesses aux antinucléaires et puis, bah, il les trahit. Il les trahit. Donc pour les consoler, à l'époque, il crée, alors ce qui est l'ancêtre de l'ADEME qui avait un autre nom, mais il crée en gros ce qui est la première agence de la décroissance. Il crée cette agence, il met Bernard Laponche à sa tête, et il lui dit: «Bon, ben, votre mandat, c'est de trouver des voies et moyens pour, consommer moins», en fait. C'était une agence d'économie d'énergie. Et ça va grossir, grossir et elle va devenir un ADEME. Mais c'est voilà, la raison de sa création, elle est là et c'est au départ, à sa fondation même, une agence antinucléaire. J'ai toujours été frappée, en parlant avec des politiques, de l'ignorance de ces sujets. Il y a une grosse acculturation scientifique, sur les sujets de l'énergie et alors maintenant les perceptions ont un peu changé depuis 2022, depuis que enfin, quand la Russie a coupé le gaz. Heu, Beaucoup de gens ont découvert ce que des scientifiques savent depuis toujours, que quand le vent ne souffle pas et quand il fait nuit, les énergies renouvelables ne produisent pas d'électricité. Donc ça paraît une évidence aujourd'hui, ça n'était pas il y a encore 2 ans et dans ces années 2000-2005-2010, les écologistes vont réussir politiques, hein, vont réussir à vendre ce mythe d'une énergie 100 renouvelable, et qu'il y aurait pas de problème. Et c'est vrai que on va retrouver, dans les instances d'État, à la fois des fonctionnaires ou des hauts responsables qui vont, bah, essayer d'appuyer ce mythe, de l'accompagner. Est-ce que c'est par idéologie? Pas toujours. Vous savez, c'est très souvent par, conformisme, je veux dire, c'est plus confortable pour sa carrière de ne pas aller contre la volonté d'un ministre qui vous demande un rapport qui dira que oui, c'est possible. Donc oui, l'ADEME va produire tout un tas de rapports, plutôt biaisés. Et sur le fait, ce que vous avez dit tout à l'heure, sur le fait que, il y a finalement assez peu de politiques qui sont formés au domaine scientifique. Quand on regarde à l'Assemblée nationale les formations, initiales de ceux qui ont été élus, on trouve, j'avais fait le compte, mais, si vous avez, 40 scientifiques sur 577 députés, quand je dis scientifiques, c'est professeurs de sciences, hein, ou médecins, hein, je les mets aussi là-dedans. Sinon, c'est surtout, bah, soit de la fonction publique, des avocats, des enseignants, et Mais cetera. c'est pas Et non, rédhibitoire. c'est pas rédhibitoire, sauf qu'ils se laissent facilement convaincre, par des arguments parce qu'ils n'ont pas finalement ces connaissances scientifiques. Alors, il y a un problème de connaissance, mais pas seulement. Je veux dire, moi, je ne suis pas du tout scientifique et Erwan Seznec n'est pas non plus de formation scientifique. Je pense que c'est une question d'état d'esprit, d'esprit rationnel et d'esprit critique. C'est-à-dire quand on ne sait pas, admettre qu'on ne sait pas et chercher l'information où on doit la chercher des sources voilà, valables. Là, ce qu'on met en exergue aussi dans ce livre, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'énergie, mais on montre un système. Euh, on développe aussi beaucoup les sujets agricoles parce que ce sont les mêmes groupes qui vont intervenir, sur ces sujets avec la même méthodologie, d'action. C'est-à-dire qu'on va fabriquer de la peur.
autour d'un sujet. C'est très facile autour du nucléaire de fabriquer de la Ouais. peur. On va en fabriquer autour de la perte de l'effondrement de la biodiversité pour lutter contre un projet donné, autour de l'empoisonnement sur le sujet des produits phytosanitaires dans l'agriculture. Voilà, on crée un climat de peur. Derrière, donc ça, c'est une trentaine de personnes en France hein, qui, depuis 20 ans, créent ces climats-là sur le nucléaire comme sur les sujets que je viens d'évoquer. On crée ce climat de peur, on trouve quelques relais médiatiques pour faire des campagnes massives, Ça, on va en parler, donc on va en du relais parler. médiatique. C'est-à-dire qu'on crée une pression maximale sur le politique, pour que ses Mmh. électeurs viennent dire: «Mais comment? Je vais mourir, il y a de l'eau au tritium qui coule de mon robinet, vous ne faites rien, vous nous empoisonnez». Le politique est pressé d'agir vite, il n'a pas les éléments, pour le faire et il légifère en catastrophe en se disant: «Finalement ça ira bien, c'est pas si grave». Et en fait si, c'est grave et au bout de 30 ans, de ce type de politique, on arrive à des impasses réelles, économiques et sociétales. C'est vrai qu'il y a une responsabilité politique parce que finalement, les questions environnementales et climatiques, et là je parle pour tous les partis, ils en avaient, quand même rien à faire. Ça ne les intéressait pas, ils n'ont jamais travaillé les dossiers et ça arrangeait tout le monde, tous les partis, de déléguer le sujet à ceux qui s'autoproclamaient spécialistes de Mmh. l'environnement et qui en fait ne l'étaient pas. Ah oui, absolument. Vous êtes pas tendre avec, Jean-Marc Jancovici? Parce que s'il promet le nucléaire, il paraît souvent approximatif dans ses évaluations scientifiques et puis surtout, ça m'a frappé à la lecture, il favoriserait une société autoritaire pour faire passer ce qu'il appelle les impératifs écologiques. D'abord, je dois dire que, on a énormément d'admiration pour le travail qu'il a fait. Il a eu un impact incroyable. C'est l'un des premiers représentants de cette écologie politique décroissante à avoir réellement compris le sujet du réchauffement climatique. Oui. Et scientifiquement, sincèrement, il a fait un travail extraordinaire auprès, de l'opinion, des médias, des politiques pour porter ce sujet qui, encore une fois, était totalement absent. Donc il a eu, un impact positif, dans cette Ouais. lutte-là et majeur. De la même manière, il a, fait un travail extraordinaire pour acculturer les politiques et l'opinion Et les et les jeunes au jeunes travers de sa bande dessinée Le au Monde sans fin. sujet énergétique. Maintenant, il y a un discours, il faut, heu, comprendre d'où, parle, monsieur Jancovici. Il est décroissant, c'est un malthusien, en fait, un néo-malthusien, qui pense que, les ressources de la planète, sont finies. Vous savez, c'est cette fameuse formule, hein, il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini. Le problème, c'est que, on ne sait jamais à quelle échéance ça va. C'est voilà, c'est quand est-ce que les ressources seront finies? Est-ce que c'est dans 100 ans? Est-ce que c'est dans 2000 ans? Dans 6000? Enfin, tu voilà. Il y a c'est on ne sait pas. Pour lui, la défense, du nucléaire, c'est qu'il est tellement persuadé, que nos sociétés vont de toute façon s'effondrer, qu'il vaut mieux amortir la chute en produisant et en favorisant, ce mode d'électricité qui est décarboné, voilà, pour atténuer, les impacts, de ce réchauffement et de l'effondrement quasiment écrit de nos sociétés si on ne change pas radicalement de modèle. Et il a eu autant d'impact parce que finalement, à travers sa personne, vous avez la jonction des pro-nucléaires et des décroissants de la France insoumise. C'est ça qui lui Oui. donne une telle force. Et quand, vous sortez des domaines de l'énergie qu'il maîtrise très bien, bah, il maîtrise quand même beaucoup, beaucoup moins, les questions agricoles, les questions sociétales. Je vous propose une chose, vous avez une tablette et vous avez une salariée qui vous pose une question. Bonjour Géraldine, je suis Elisa Cavaillet, je travaille à la direction du développement du nucléaire à l'international à EDF. Vous êtes intervenue dans de nombreuses entreprises pour présenter votre ouvrage. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler des retours que vous aviez reçus des différents employés dans ces entreprises? Merci beaucoup. Alors, on n'est pas intervenu dans de nombreuses entreprises. On a été invité, par des semenciers qui, eux, sont confrontés au sujet des OGM, Il y et a beaucoup de exactement. chapitres sur En fait, l'agriculture. le nucléaire, les OGM, c'est un peu, le même combat, hein. Je veux dire, pour le nucléaire, ça commence à se régler. Quand vous dites OGM comme ça, dans une salle de classe, dans une université, tout de suite, on vous sort un poison, et des morts par cancer. Enfin,
Donc il y a tout un travail à faire là-dessus et on est intervenu devant quelques spécialistes de la gestion de crise médiatique. Ah Donc, d'accord. qui sont régulièrement confrontés à des campagnes violentes de ces activistes qui vont lancer, par exemple, contre les retenues d'eau, contre, l'autoroute Lyon-Turin, contre, le thon, les boîtes de thon, enfin voilà. On a rencontré des gens qui souvent sont attaqués, agressés, ne comprennent pas pourquoi et sont totalement démunis, pour se défendre. Je reprends l'exemple du thon parce que c'est intéressant. Il y a eu récemment, alors c'est pas dans notre livre, hein, récemment une campagne, de l'écologie politique, pour alerter sur, les taux de, mercure dans le thon. Oui. Ces premières campagnes, elles remontent en 1970, les années 70. Oui, il y a du mercure, dans l'environnement, c'est un élément de la croûte terrestre. Les poissons qui sont des grands prédateurs, c'est-à-dire qui bouffent les autres, bah, ils ont plus de mercure, dans leur chair, que les petits poissons. C'est parfaitement connu, c'est surveillé, c'est étudié. C'est pour ça qu'il y a des recommandations, de l'ANSES d'ailleurs pour, limiter la consommation, de thon, voilà, pour pas avoir de problème. Et il est très facile d'affoler, la ménagère en disant: «Mon Dieu, on a retrouvé, tel taux», sans jamais expliquer quels sont les seuils sanitaires, quelles, sont les valeurs, est-ce que c'est dangereux ou pas et cetera. Et bah, cette campagne récente, elle a quand même eu des impacts massifs parce que, les ventes de boîtes de thon sont effondrées de 20. Donc c'est C'est énorme, et c'est très déstabilisant pour des salariés qui travaillent, enfin, je veux dire, qui font des métiers honorables et honnêtes, et qui, vont se faire, parfois, alpaguer, interroger, de façon assez vive, dans leur entourage familial, et cetera. Ce livre va pas leur donner des armes, mais va leur donner une compréhension de qui est derrière ces campagnes, de comment elles sont montées et c'est en connaissant ces mécanismes que je pense on peut les contrer de manière efficace. Et ben, Par ça ce va nous type de amener à reflet. traiter de notre deuxième volet dans ce podcast sur la science et la science dans tout ça. Le Talk, le podcast de la Destinée. Alors, dans votre ouvrage, vous explorez les dérives des discours non scientifiques. On vient d'en parler, hein, c'est aussi évidemment une dérive. Et puis surtout, leurs effets sur les choix scientifiques et leur impact sur les choix énergétiques, par exemple. C'est-à-dire que ces discours non scientifiques bah, ont un poids presque plus important parfois à nos yeux que ce que peuvent dire les scientifiques. C'est vrai qu'il y a experts et experts, je m'explique, on a le sentiment que ceux qui s'expriment sur la science aujourd'hui sont meilleurs en matière d'expression publique qu'en matière de connaissances scientifiques. Et qu'au contraire, il y a un retrait des des vrais experts, des scientifiques, comme si d'ailleurs ils avaient presque abandonné le combat en disant: «On ne me comprendra pas». Alors souvent, ils ne sont pas très simples à comprendre, il faut le reconnaître, mais ils se mettent en retrait, ils n'osent plus prendre la parole. Ils ont abandonné, un petit peu toute prise de parole publique parce que dans un débat, même un débat médiatique entre un scientifique qui, peut vous asséner effectivement des données extrêmement précises, extrêmement précieuses, mais pas très faciles à comprendre et puis quelqu'un qui vous donne des slogans, vous retenez celui qui a fait des slogans. Vous pouvez nous donner des exemples parce que vous en parlez dans le livre Il y de a ça. beaucoup d'exemples. Il y a un présupposé en France et toutes les enquêtes, le montrent, un défaut de confiance, mais on fait confiance en la science, Oui. mais pas dans ses applications. C'est-à-dire que les Français disent: «Oui, la science, on a confiance dans les scientifiques, mais pas dans les applications techniques» et c'est-à-dire c'est cette écologie politique a nourri une espèce de marxisme assez répandu dans la société. La science pure, la science, la recherche, c'est bien, mais ces applications techniques ou l'industrie, c'est mal. C'est assez grossier, mais c'est assez prégnant. Aujourd'hui, dans les médias, c'est un rapport de Greenpeace, un rapport d'Oxfam, ou un rapport de Génération Future. C'est traité, comme si c'était un rapport scientifique. Évidemment, ça ne l'est pas.
c'est de la science militante, mais c'est masqué. Enfin, donc ça a été une grande force aussi, de ces militants de s'adapter à ces exigences. On va se donner des airs de scientificité, qui sont, largement erronés. Et puis il y a les discours pseudo-scientifiques. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme de discours pseudo-scientifiques qui sont, aujourd'hui diffusés dans les milieux politiques ou médiatiques? Mais beaucoup, je vais vous donner un exemple récent aussi qui n'est pas dans le livre, mais sur, la question des PFAS sur laquelle j'ai travaillé récemment. Alors c'est un très vaste sujet et on ne va pas l'épuiser en 5 articles, c'est 14 000 molécules, voilà, il y a des lois pour les interdire tous, évidemment c'est tous, il y a 14 000 molécules différentes, si on commence à regarder dans le détail, on ne peut pas être caricatural et on ne peut pas, imposer une interdiction, totale. Mais sur cette question des PFAS, vous avez une campagne qui est lancée par, des ONG militantes de l'écologie politique, qui est relayée par des activistes, de type, Camille Etienne et puis, on arrive à une proposition de loi et à l'Assemblée nationale, on me dit: «Ah mais on a auditionné des scientifiques» et quand vous regardez les scientifiques auditionnés, c'est un très bon scientifique d'ailleurs du CNRS, mais qui n'est pas spécialiste des PFAS. Il est spécialiste de la diffusion des polluants dans l'environnement. Donc en fait, il n'est pas chimiste organicien, si vous voulez. Il ne connaît pas les molécules. Mais pour un, voilà, pour un politique, bah, ça a l'air quand même bien d'être de la science. Mmh. Vous voyez, quand c'est complexe, c'est facile. Et puis les autres, c'était une toxicologue, mais de l'ONG, militante. Enfin voilà, c'est des Et on n'a pas militants en tendance réalité. à écouter davantage une science qui fait peur qu'une science qui rassure? Bah, naturellement, mais Ouais. mais ça, le climat de peur, c'est la base quand on est un activiste et qu'on veut imposer, une politique, donnée. Mmh. Ouais. C'est quand même le b.a.-ba du militantisme. Et c'est un sujet riche. Souvent, les entreprises se disent: «Mais ce sujet, il va enquiquiner le public». Bah, c'est pas vrai. Moi, je pense que le travail, par exemple, que vous faites, chez EDF, sur, comment prolonger la durée de vie, de nos câbles dans les centrales qu'il faudra prolonger. Alors oui, c'est technique, mais c'est drôlement intéressant et tous les sujets peuvent être vulgarisés. Donc ce que vous nous Tout dites, c'est petit. oser, Ben oui, oser. oser. Il faut avoir confiance dans le public. Les gens sont, instruits. On est l'un des pays, où les gens sont le plus instruits au monde. Ils sont parfaitement capables, de comprendre et d'aborder des sujets complexes, les plus complexes qui soient, pour peu qu'on les leur explique bien. Merci, ça nous fait du bien de nous faire engueuler de temps à autre, Géraldine. Et ça Bon, vaut pour tous les scientifiques qui, des fois, se disent: «Non mais c'est trop c'est compliqué vrai, pour vous». mais c'est vrai. Bonjour, une question en lien avec l'actualité américaine, puisque récemment des scientifiques se sont plaints de voir leurs subventions de recherche retirées, annulées, parce que leurs travaux incluaient des termes blacklistés par l'administration Trump, des termes non souhaités tels que diversité, minorité, éthique et climat. Ce qui rapproche évidemment la problématique de nos enjeux à EDF. Alors ma question est la suivante. En quoi ce type de décision peut-il influencer non seulement la recherche évidemment, mais surtout le débat scientifique et les décisions politiques en matière d'énergie? Merci beaucoup. C'est clair qu'aux États-Unis, c'est une, tendance qui est clairement préoccupante pour le monde de la recherche, d'autant plus que, il y avait quand même, des choses qui évoluaient dans le bon sens. Moi, je me suis rendue aux États-Unis, juste avant l'élection fin octobre, pour rencontrer justement des acteurs, de la recherche, enfin des acteurs de terrain, sur les questions énergétiques et la question que je leur ai posée: «Mais comment» parce que Trump, était quand même se profilait déjà bien, comment est-ce qu'on va pouvoir poursuivre, les efforts engagés, en dépit de Trump? Et il m'avait dit, «On est moins inquiet parce qu'il y a quand même maintenant, plus d'une vingtaine d'États aux États-Unis, qui est un pays, fédéral, Fédéral. qui ont pris des lois, contraignantes pour parvenir à la neutralité carbone en 2050. Donc ça, a priori, Trump ne pourra pas le défaire». Beaucoup m'ont dit aussi que, le développement des renouvelables, assez massif, hein, aux États-Unis, se fait beaucoup dans des États républicains.
de Texas, l'Alabama, et qu'ils veulent pas l'arrêter parce que ça leur rapporte. Maintenant, là où c'est très inquiétant effectivement, c'est de supprimer ces termes de recherche. Ça flèche quand même toute une partie, des financements des recherches, sur, ben, le gaz, le pétrole, et qui voilà, dont les ressources sont pas toutes exploitées. Donc oui, si ça risque d'avoir un impact. Alors sur la recherche, moi, pour l'instant, je suis pas capable de le lire, je connais pas suffisamment, mais oui, c'est préoccupant. Eh beh, justement, ça nous mène à notre troisième partie de ce podcast, débat public et écologie politique. Le Talk, le podcast de la Destide. Alors c'est une question évidemment qui nous intéresse particulièrement parce que c'est au cœur de l'actualité, on vient en parler, hein, et en particulier au cœur de notre actualité sur nos projets de construction d'EPR, de nouvelles centrales. Et puis si on en vient au débat public et aux fausses idées qui s'y traînent, on on pourrait se demander comment expliquer que, pendant des années et encore, je dois dire un peu maintenant, autant d'âneries sur l'énergie ont-elles pu être, propagées et se propager et être, à certains moments, le discours dominant. On était souvent effarés par les âneries qu'on entendait, sur le domaine et en fait, ça prenait. C'est-à-dire qu'on les voyait, devenir très publiques, prises dans les médias. Comment ça a pu se passer? Il y a pas de je dirais, de gens, de sorte de médiateurs qui disent: «Attention là, il faudrait peut-être être plus prudent dans le développement de cet argument», Il dans y a les médias? clairement un sujet et particulièrement, dans les médias français, de militantisme, de non-contrôle, de l'information, et puis bon, ça relève aussi enfin, c'est un vaste sujet, mais du bouleversement de l'économie des médias, de ces dernières décennies. On n'est plus à une époque où il y avait 3 chaînes de télévision, 5 journaux, et voilà, vous avez eu, l'explosion du nombre, de chaînes. Pour vous donner une idée, hein, on a, en France 5 chaînes d'information. C'est plus qu'aux États-Unis, qui a 320 millions d'habitants. Donc voilà, il y a une concurrence, très nette, dans les médias. Pour surnager dans cette concurrence, il faut, des sujets à impact. On a vu beaucoup se développer en France ces émissions, type complément d'enquête, envoyé spécial, dont la promesse est: «On va vous révéler un scandale». Oui. Bon, le problème, c'est qu'on est en France, on n'a pas un scandale tous les 15 jours en réalité, c'est pas vrai. Enfin, ça arrive, hein. Il y a des choses Oui, je scandaleuses, sais dans ton le secteur. chlordécone est un scandale, mais il y a pas un scandale tous les 15 jours en France. Et bah, du coup, on va un petit peu, les faire mousser, puis un petit peu en fabriquer, ou voilà. Parce qu'en fait, plutôt qu'un média entier, c'est quelques journalistes militants qui sont, dans des rédactions et qui sont là. Ça a été vrai, notamment, j'en ai fait un chapitre du livre parce que moi ça m'a touchée, sur l'affaire des bébés sans bras de l'Ain. Il se trouve que moi je suis née dans l'Ain et que j'ai grandi, dans cet endroit où on disait: «Il y a un cluster, où, des bébés, sont nés sans bras, et c'est à cause, de l'agriculture». Et donc bah, je suis allée enquêter, et ça collait pas en fait, tout ce que je lisais, ne collait en rien à ce qu'on en disait dans les médias. Et en fait, en remontant la source de cette enquête, effectivement, l'alerte part d'une fausse lanceuse d'alerte. Il y a énormément de faux lanceurs d'alerte, hein, quand même quand on creuse, qui, travaillait pas très bien. On lui avait sucré ses budgets, elle a, monté cette affaire. Il y avait pas d'affaire. Je me souviens plus de Oui? son prénom, qui s'est occupé de la campagne de Eva Joly, qui est un écologiste très reconnu et vous dites, ça va pas abuser, vous dites: «Si jamais ça avait été quelqu'un qui venait du Parti socialiste ou des partis républicains, on aurait dit: "Scandale, Bien sûr. d'avoir pris un directeur de campagne, d'un candidat, socialiste ou républicain ou peu importe, à la tête de ça". Or, vous dites pour lui, il y a eu aucun mot, c'est passé comme si Non, une lettre à la poste. parce que et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est pour ça que ce livre était pour nous important, parce qu'on se perçoit nous aussi comme des lanceurs d'alerte. C'est ce que Erwan écrit très bien dans le livre. Il dit, «Le Rassemblement national est un parti potentiellement dangereux, mais qui est sous surveillance Mmh. constante, d'à peu près tout, l'écosystème médiatique et politique français». L'écologie politique, pas du tout. Garde cette idée, cette image un peu sympathique, Oui, de gens qui ne veulent que le bien. Ça n'est pas le cas. oui. C'est-à-dire que
Ce sont des gens qui ont un agenda politique. Cet agenda politique, il est anti-humaniste, il est décroissant. Et les armes qu'ils ont trouvées, c'est effectivement ce qu'on vous vend comme une sobriété. C'est-à-dire que vous avez des militants déçus de l'échec du communisme, qui se sont dit on n'a pas réussi à abattre le capitalisme quand on l'a combattu frontalement. Là, on va l'entourer en le désarmant. C'est d'ailleurs le slogan des soulèvements de la terre. On va désarmer le capitaliste. Et comment on désarme? C'est qu'il va devoir faire avec moins. Moins d'énergie, moins d'eau, moins de transport, moins de matière, moins de tout. Et c'est la stratégie, réellement une stratégie qui est mise en œuvre aujourd'hui, dans tous ces domaines. L'énergie n'en est qu'un parmi d'autres. Alors, on va aborder un sujet que je veux voir avec vous, parce qu'évidemment, nous a beaucoup intéressés à EDF, c'est le débat en Allemagne. Les Allemands, généralement, ont une bonne culture, des gens même plutôt une culture plus scientifique que celle des Français, beaucoup plus intéressés par ces sujets-là. Or, on se pose la question, et vous l'abordez dans votre livre, comment les Allemands ont réussi à convaincre une bonne partie de la population que leur choix du renouvelable était le meilleur et allait pouvoir quasiment ils ont réussi à occulter toute leur dépendance, autant au gaz qu'au charbon. Comment ça a pu se passer dans un pays dont on peut dire qu'il y a des bonnes connaissances scientifiques, un bon suivi, peu importe, hein, c'est pas la question du nucléaire là que j'aborde, c'est plutôt la question d'avoir occulté, la question du gaz et du charbon à ce point? Alors c'est un vrai mystère. Je soupçonne tout de même, les Allemands n'étant pas des imbéciles, comme vous le soulignez très justement, derrière, il y a quand même une vraie lutte commerciale, et contre notamment, l'avantage, considérable, que produit enfin, qu'offrait le nucléaire français. Les Allemands se sont mis eux-mêmes se sont mis dans une situation intenable politiquement, hein. C'est pas un pays qui est fait comme le nôtre. Ils avaient besoin de coalition. Et dans l'histoire récente, la coalition avec les Verts, a été, indispensable pour former, des gouvernements, et on leur a abandonné le nucléaire. Alors on a vendu à l'opinion les renouvelables. Dans la réalité, on a rouvert des centrales à charbon. L'énergie allemande, enfin l'électricité allemande est l'une des plus carbonées d'Europe. Mais je prédis moi une réouverture assez prochaine des centrales nucléaires en Allemagne. Alors, on va continuer un petit peu sur ce sujet de débat public, hein, et de politique. Et une question, elle est un peu brutale, ma question, mais est-ce que la science et plus particulièrement les sujets énergétiques ne seraient pas devenus des sujets de clivage gauche-droite? Alors je crois pas, justement. Par contre, c'est le grand danger, c'est que ça peut devenir des clivages populistes. Ça n'a jamais été un clivage gauche-droite, Non, ça l'énergie. ne Je l'était veux pas dire, historiquement. le parti communiste a été un soutien, Ça l'est toujours. du nucléaire, et l'est toujours. Donc je crois vraiment que c'est plus par méconnaissance ou par, heu, comment on peut exploiter ce sujet dans l'opinion publique en lui faisant peur à l'extrême gauche. Par exemple, la terreur de l'atome, va être plutôt agitée, par les extrêmes, à gauche. Mais de la même manière, le tout nucléaire, sert aussi un discours anticlimatique, Oui. à l'extrême droite. Donc en fait, c'est un terrain de jeu de populistes, Oui. assez dingue. Maintenant, heu, on a quand même beaucoup progressé, je trouve, en tout cas, le débat pour ce qui concerne l'énergie en France ces dernières années. Et je le prends comme une grosse source d'espoir. Ça veut bien dire, Oui. que c'est possible de tenir des discours, rationnels, et que le public est parfaitement à même de les comprendre et de faire des choix éclairés. On peut parfaitement être contre le nucléaire d'ailleurs, pour des bonnes raisons, mais qui sont des raisons rationnelles. Ma question porte sur le rapport, à la science des leaders politiques de l'écologie politique. On constate que les premiers, les pères fondateurs, là, étaient plutôt, des gens qui avaient une formation scientifique, comme, René Dumont, Yves Cochet, même Dominique Bonnet, et puis que progressivement on a vu arriver, une forme de renouvellement de génération avec des gens qui ont une approche beaucoup plus sociétale, qui ont un parcours d'engagement
dans des associations et qui n'ont pas le même rapport à la science. Et donc, comment vous avez vu cette évolution, vous, dans votre enquête? Et quel effet ça a produit dans les prises de position et dans les grands choix qui sont faits par les leaders de ces partis? En fait, vous avez un mouvement, qui est beaucoup plus global et qui dépasse, l'écologie politique, Ouais. mais de relativisme, qui s'est répandu dans la société ces 30, 40 dernières années, qui est lié à tout le courant déconstructionniste, voilà, qu'on voit aux États-Unis, qu'on voit un peu partout. Donc déjà, c'est un enjeu, enfin, c'est un enjeu dont il faut avoir conscience, et qui est prégnant, qui imprègne, y compris le monde de la recherche avec, aujourd'hui des chercheurs qui vont dire: «Mais à quoi bon, continuer à dépenser de l'argent, dans la recherche alors que notre planète s'effondre?» Ensuite, je pense pas que ce soit une question de formation. Je reviens là-dessus, je pense que c'est une mauvaise approche, c'est une mauvaise analyse. On peut être, tout à fait littéraire et avoir un esprit tout à fait cartésien et scientifique et comprendre les choses. Je pense que c'est davantage un problème d'idéologie. On a vu dans l'histoire, des grands scientifiques se commettre. Je veux dire, reprenez, l'affaire Lysenko, qui est absolument symptomatique en agriculture. On a aujourd'hui des Lysenko partout, qui, vont essayer de tordre la science et de tordre les faits à leur idéologie. Des grandes figures, comme Joliot-Curie, dans le domaine de l'énergie, se sont complètement commis perdus, par idéologie et par, idéal communiste, et on ont oublié leurs connaissances et leurs, scientifiques. Donc ça n'est pas une question de formation, encore une fois, c'est une question voilà, d'idéologie, de vouloir croire, en des choses fausses, et ça, c'est quand même quelque chose de très largement répandu, parce que j'ai pas complètement répondu à la question du milieu là, qui m'interrogeait sur les États-Unis et sur, l'effacement du mot climat, des programmes de recherche. On est exactement dans ce délire, dans cette folie. Peut-être qu'en effaçant des mots, on va faire disparaître, un problème. En tout cas, si ça peut être un mal pour un bien, si ça peut faire revenir en France des chercheurs, de talent qui étaient partis aux États-Unis, ben, nous, on a tout à y gagner quand même. C'est de plus en plus difficile, aussi parce que des groupes d'activistes exercent une réelle pression sur, on en parle dans le livre. Quand on a travaillé sur les retenues d'eau de Sainte-Soline, les experts du BRGM, du Bureau de recherche géologique et minière, qui travaillent sur le terrain. Les hydrogéologues ont été menacés chez eux, placés pour quelques mois sous protection policière, devaient changer de voiture pour se rendre au travail. Moi, j'ai vu des gens terrorisés, et c'est bien normal, on les comprend, ce sont des chercheurs, ils ont pas payé pour se faire, menacer physiquement. Donc oui, il y a une question, il y a une certaine peur. Et puis, il y a aussi une question de budget. Heu, c'est un peu comme la carotte et le bâton, vous voyez? Ils ont une forte pression de l'écologie politique, leur disant: «Bon, ben, on peut te pourrir ta carrière, si tu viens contrer, nos agendas, mais par ailleurs, si tu nous laisses tranquilles, tu peux avoir, des financements pour tes recherches». Par exemple, beaucoup de toxicologues, qui Ouais. travaillent dans des grands organismes publics, souhaitent travailler sur telle ou telle, molécule. Bon, bah, ils aimeraient bien avoir les budgets pour leurs recherches. Vous comprenez? C'est de l'écolo-terrorisme. C'est peut-être un grand mot, mais ce sont des pressions, qu'on retrouve, dans Ouais, de oui, c'est violent nombreux quand même, c'est secteurs, très violent. En tout cas, un grand merci, Géraldine. Je rappelle que votre livre «Les illusionnistes», qui est, édité chez Robert Laffont, donc traite de toutes ces questions que vous avez fait avec, Erwan Seznec, et c'est vraiment un excellent bouquin pour les scientifiques, pour aussi apprendre à nos chercheurs, à oser prendre la parole. Un grand merci, merci et à vous. voilà la fin de notre premier talk. Nous nous retrouvons bientôt. Au revoir.